Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré à l'ouvrage de marketing dans la collection Management décarboné que nous avons lancé à la FNEJ depuis maintenant 2 ans. Le marketing est le quatrième ouvrage de cette collection, puisqu'il y a déjà eu Management stratégique, il y a eu Entrepreneuriat et Finance, et on a le plaisir d'avoir vu la publication au cours du mois de février de l'ouvrage de marketing en collaboration avec l'Association française du marketing, hein, puisque c'est des projets qui, pour la plupart, sont coporté à la fois par la FNEJ en tant qui a organisé l'opération de façon générale et par les associations dans les domaines de prédilection, aujourd'hui le marketing. J'en profite pour remercier les 5 auteurs de l'ouvrage, Amina Beji-Becher de l'Université Gustave Eiffel qui est parmi nous aujourd'hui, Valérie Guillard de Dauphine PSL qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, Lydiane Labec de l'Université Paris-Saclay, qui est parmi nous, Neil Hochkeglar Toulouse de l'IAE de Toulouse, et enfin Julien Schmitt de l'ESCP. Donc c'est à eux que nous devons cet ouvrage qui est à votre disposition dans toutes les bonnes librairies si jamais vous êtes intéressé ou si vous l'avez déjà à la suite de la présentation. En termes d'organisation, on va avoir, c'est enregistré, donc il y aura un replay qui sera sur YouTube d'ici 2 jours maximum. Une première partie va être consacrée à une présentation, donc une petite demi-heure par les 3 auteurs de l'ouvrage que nous avons aujourd'hui parmi nous. Et puis ensuite, une séance de questions-réponses. Alors je vous invite, vous pouvez poser les questions par écrit, puisque nous sommes en mode webinaire, donc vous ne pouvez pas poser de questions à l'oral. Donc dans le Q&R que vous avez en bas de l'écran en Zoom, vous pouvez poser les questions par écrit et ensuite, moi, je les reproduirai. Éventuellement, je les modifierai un peu s'il y a plusieurs questions qui portent sur le même sujet. Et si le cas échéant, la question appelle une réponse écrite, elle pourra être faite soit par les auteurs qui ont aussi accès à ce module, ou par moi si ça ne nécessite pas d'être évoqué directement en public. Donc voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je passe directement la parole à Julien Schmitt qui va démarrer la présentation de leur ouvrage consacré au marketing dans le cadre de la décarbonation. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Donc déjà, je voudrais commencer par profiter par remercier Jérôme Cabi et la FNEJ pour avoir initié cette collection Management décarboné. Donc, comme tu l'as rappelé, Jérôme, la FNEJ a donc contacté toutes les différentes associations et c'est avec plaisir que l'AFM a voulu participer à cette collection. Alors, pour rendre à César aussi ce qui est à César, c'est un projet donc, qui avait été initié sous la présidence de Amina Beji-Becher, qui est ici présente avec nous, qui est l'ancienne présidente de l'AFM, et j'ai pris sa suite en tant que président de l'AFM maintenant. Et donc, c'est un projet qui avait été initié dans le cadre de la vice-présidence transformation sociétale et dans lequel on a voulu effectivement utiliser énormément de travaux académiques qui sont menés par la communauté AFM. On a plus de 700 adhérents. Et notamment aussi un ouvrage collaboratif qu'on a en ligne qui s'appelle le Collag. Bon, beaucoup de publications en fait de ces chercheurs ont été utilisées pour cet ouvrage et qui correspond d'ailleurs aussi à une ligne importante que l'AFM veut donner, c'est-à-dire que on a évidemment le souci de transformer les pratiques de management, de transformer les pratiques marketing pour faire face aux urgences climatiques et aux lieux planétaires. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre que nous avons reçu, nous sommes très heureux, cette proposition de collaboration. Voilà. Donc, je passe la parole à Lydiane qui va peut-être nous faire, ou à Amina, non, peut-être, pour l'introduction de cet ouvrage. Merci Julien. Donc l'ouvrage a été construit sur la base d'une réflexion commune. Donc je veux bien avoir le slide d'après. Merci Lydiane. Et donc c'est un travail collectif et je tiens à remercier la coordination qui a été faite par Lydiane. Donc il y avait pour nous 3 enjeux enfin sur lesquels on s'est appuyé. D'abord partir d'une définition partagée du marketing. Cette définition elle avait été
actée par le conseil d'administration de l'AFM. Et je la rappelle rapidement, hein, le marketing, c'est une conception des échanges et un ensemble de pratiques qui visent à créer de la valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes, individus, entreprises ou organisations. Et on voit bien à travers cette définition que l'AFM envisage le marketing comme quelque chose qui se construit dans les interactions. Et si l'on veut construire un marketing qui est au service d'une décarbonation de l'économie des entreprises, des activités des entreprises, on sait très bien qu'on ne pourra pas décarboner totalement. Bien sûr, on s'inscrit dans une trajectoire qui vise à limiter les impacts carbone. Voilà, cette conception que l'on avait proposée du marketing s'inscrit bien dans une démarche de co-construction et vis-à-vis d'un objectif sociétal que l'on peut se fixer collectivement. Donc ensuite, la question qui se posait, bah, c'est comment on peut décarboner le marketing. Et pour ça, on s'est appuyé en fait sur un cadre existant qui avait été défini par une association Négawatt autour de trois piliers, la sobriété, l'efficacité et le principe d'encourager les énergies renouvelables et qui respecte pardon, le principe de limite planétaire des ressources et donc de créer une valeur ajoutée qui soit une valeur étendue. Et enfin, pour pouvoir atteindre ces objectifs et respecter ces piliers, il s'agit de fonctionner par un principe de jalon à franchir qui permettrait une plus grande transformation. Et donc, en lien avec l'étude que nous avions pu réaliser avec Kantar, il s'agit de favoriser plutôt un marketing qui vise l'information des parties prenantes et des consommateurs principalement, et des partenaires des entreprises, et un marketing qui vise la transformation. Donc, sans plus tarder, Lydiane. Voilà, donc l'ouvrage se découpe en 5 chapitres, en plus de l'introduction, et donc ces chapitres reprennent en fait la démarche marketing, et les 2 premiers chapitres en fait sont vraiment sur comment repenser collectivement l'organisation pour mettre en place la décarbonation de ces activités. Donc, il s'agit de voir dans le premier chapitre plus particulièrement d'où vient l'impulsion. Comment impulser du changement, et effectivement ça passe par une définition, une redéfinition de la mission de l'entreprise en intégrant en fait cette problématique de décarbonation. Donc l'impulsion en fait elle peut venir de différentes choses en fait. Ça peut être la réglementation qui oblige l'entreprise à changer, ça peut être la RSE, ça peut être une crise, une alerte, mais principalement ce qui nous a aussi intéressé, c'est le rôle du dirigeant et de voir en fait comment la stratégie d'entreprise peut impulser en fait cette décarbonation de l'activité de l'entreprise et de l'activité marketing plus particulièrement. Donc, le deuxième chapitre, lui, porte sur la décarbonation des pratiques au sein de la fonction marketing et voilà, de voir comment en interne, dans l'organisation, on peut impulser une culture du changement en décarbonant les pratiques de travail, par exemple les mobilités des salariés, les déjeuners, la gestion des déchets, et aussi par le travail en favorisant la sobriété numérique, les déplacements sobre ou une communication aussi sobre. C'est effectivement des pratiques qu'on considère qui doivent infuser dans l'organisation et par des petits changements, et bien effectivement, on peut aussi impulser des changements en fait plus grands, sachant que voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine exemplarité au sein des pratiques de l'entreprise, de façon à ce que, voilà, comme il fait un peu boule de neige, que les salariés en interne, les collaborateurs puissent aussi, dans leurs pratiques, pouvoir impulser en fait chacun à leur niveau ce changement pour une pratique décarbonée. Voilà, donc on a beaucoup insisté sur le principe voilà, de la cohérence, et puis essayer de se mettre vraiment voilà dans la peau en fait enfin, dans l'environnement marketing au sein de l'organisation, et de voir en fait en prenant le problème en fait dans ce sens-là, comme voilà, on peut prendre le problème en fait en étant salarié d'une entreprise, d'une organisation, en fait, comment on peut impulser ce changement et comment changer. Donc l'ouvrage en fait est composé de 5 chapitres. Chaque chapitre correspond à se structure en 3 parties.
Voilà, donc avec toujours cette dernière troisième partie sur les bénéfices et les points de vigilance qui permettent en fait aussi d'aller un petit peu plus loin dans les réflexions qui sont menées à l'intérieur de chaque chapitre. Et à l'intérieur de chaque chapitre, on a aussi beaucoup d'encadrés, de cas, d'exemples, de focus. Alors les encadrés, ça peut être des cas d'entreprise et des cas d'organisation ou des focus en fait sur des problématiques. Et donc dans les deux premiers chapitres, par exemple, on a un focus sur les scopes du bilan carbone, un autre sur le télétravail, alors avec une question qui peut être aussi animée en classe avec des étudiants. Le télétravail est-il un véritable levier pour la décarbonation? Puisque voilà, à chaque fois, c'est pas noir ou blanc en fait. Voilà, il y a des nuances à adopter et donc ce sont des cadres de réflexion qui peuvent être intéressants aussi à proposer aux élèves. Il y a un encadré aussi sur les green nudge au service de la décarbonation des entreprises. C'est une bonne ou mauvaise idée. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les mécanismes? Et un focus sur la sobriété numérique qu'on va aussi retrouver dans le chapitre 5 qui est consacré à la communication, des problématiques en fait qu'on va retrouver dans les autres chapitres aussi de l'ouvrage. Donc voilà pour les deux premiers chapitres. Je vais repasser la parole à Julien qui va présenter le troisième chapitre sur les business models. Voilà, donc on a ensuite un troisième chapitre, effectivement, qui se concentre sur les business models, c'est-à-dire dans la façon dont l'entreprise cherche à créer de la valeur, hein. C'est une question qui parfois n'est pas mise dans le champ du marketing, mais elle est fondamentale puisque le marketing est ensuite le bras pour rendre désirable et pour optimiser en fait les communications ou la distribution de produits qui sont fabriqués à partir de business models spécifiques. Or, la plupart des business models aujourd'hui sont basés sur le principe de la maximisation des ventes pour la maximisation de la part de marché, de la maximisation de ces produits nouveaux qui sont vraiment créés et fabriqués pour être vendus. Or, on sait que en termes de vie planétaire, c'est ici, en fait, beaucoup que le bas blesse et qu'il y a beaucoup de business models euh, qui sont étudiés dans la sphère de la durabilité euh, pour essayer de réduire en fait cette dépendance à la production de nouveaux biens, pour essayer d'étendre la durée de vie des produits et pour essayer de réutiliser des ressources et de réduire les déchets tout en se basant sur des business models qui permettent de créer de la valeur à cette entreprise. Donc, c'est à ce point-là que se concentre ce chapitre 3. Donc, pour étudier les business models, on se base pas mal sur le principe de l'économie circulaire. Donc, on va parler de maintenance, de réparation, de réutilisation. On va parler d'économie collaborative, on va parler de seconde main, on va parler d'économie de la fonctionnalité. Euh, Ça, c'est la première partie de ce chapitre. La deuxième partie essaye d'aller un peu plus loin en essayant de comprendre quels sont les leviers assez concrets qui permettent on va dire la plus grande probabilité de succès de ces business models, c'est-à-dire quels sont les écosystèmes avec les autres parties prenantes. Ça, c'est un point absolument fondamental de la durabilité, c'est l'intégration des autres parties prenantes. Et il y a différents écosystèmes qui peuvent être utilisés pour ces différents business models. On parle aussi des plateformes qui sont absolument fondamentales pour certains business models comme l'économie collaborative, comme l'économie personnalité. Comment est-ce qu'on peut se reposer sur ces plateformes? On explique aussi l'importance du secteur non lucratif. Pour avoir des business models rentables dans la durabilité, c'est très compliqué pour l'instant. La plupart ne le sont pas et c'est l'une des limites principales aujourd'hui qu'on a dans le monde de l'entreprise et pour essayer de convaincre en fait les entreprises d'adopter ces business models. Et donc, on doit utiliser comme support l'économie sociale et solidaire, qui est un acteur essentiel dans cet écosystème. On essaie d'expliquer ça. On montre aussi un peu comment est-ce qu'il y a des changements de paradigme qui doivent se faire. On est aujourd'hui, surtout dans le marketing, on parle beaucoup de modèles comme porteurs, etc. Et comment est-ce on se voit par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, dans la durabilité, il y a ce concept de coopétition, c'est-à-dire essayer
de coopérer avec les concurrents. Il y a énormément d'exemples qui montrent que pour faire advenir les business models durables, il faut qu'ils deviennent la norme. Et pour qu'ils deviennent la norme, il faut que les différents concurrents dans un même marché décident ensemble de les adopter. Donc le fait d'être concurrent, mais quand même de coopérer pour arriver à des business models durables, c'est quelque chose qui est important. Et puis enfin, un dernier levier, c'est celui des indicateurs. Aujourd'hui, on est très habitué dans le monde du marketing aux indicateurs de part de marché, de maximisation des ventes, etc. Et il y a pas mal d'autres indicateurs qu'il faut utiliser, adopter, voire même inventer pour mesurer l'efficacité de ces business models et de convaincre en fait des entreprises et des organisations à les adopter. Et enfin, la troisième partie de ce chapitre, elle parle des points de vigilance pardon, de ces business models. Donc, il y a des phénomènes qu'on appelle effets rebonds. Je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer exactement les détails ce que c'est, mais en tout cas, c'est très important, hein, le fait que parfois, on adopte un business model dans lequel l'impact individuel d'un produit que l'on fabrique diminue, paradoxalement entraîne une augmentation de l'impact général de tout le système. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On parle de circularité faible aussi. Le fait que Lydiane parlait de ce concept de sobriété, de se questionner par rapport à la maximisation de la production, etc. Euh, et tant qu'on se questionne, tant qu'on ne se pose pas ces questions qui sont difficiles, hein, qui ne sont pas évidentes à se poser, surtout quand on est dirigeant et qu'on est habitué en fait on a des modèles qui sont qu'on connaît et qui marchent bien, c'est compliqué en fait d'arriver à ce qu'on appelle une circularité forte. Donc voilà un peu en résumé ce, ce chapitre. Et vous voyez ici, comme Lydiane a bien expliqué, différentes figures. En haut à gauche, vous avez l'économie circulaire, comment passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, des différents encadrés qui montrent les différents acteurs de la réparation, par exemple, des différentes parties prenantes, des cas, comme le cas Rebelle, qui transforme des fruits et légumes qui vont bientôt périmer en autres produits, qui sont par exemple des confitures, des compotes, etc. Ou alors encore des figures. En bas à droite, vous avez la figure qui explique l'effet rebond, par exemple, au niveau structurel, individuel, indirect et direct. Donc, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas. Merci. Alors, dans le chapitre 4, pour poursuivre la réflexion sur le côté opérationnel du marketing, donc si on reprend la définition qu'on a pris comme fil conducteur, donc la création de valeur, voilà, le marketing a pour objectif de la création de valeur. Là, on s'interroge sur comment finalement on peut continuer à créer de la valeur, à la fois de la valeur à travers notre offre de produits et services, et une valeur pour la marque en fait de l'entreprise, tout en ayant à l'esprit en fait la réduction de cet impact carbone et que cette réduction de l'impact carbone finalement ne soit pas simplement un coût, mais soit bien aussi un moyen de créer de la valeur. Pour faire cela, il y a une première étape hein, qui est donc pour piloter en fait une démarche marketing, c'est de pouvoir faire un diagnostic. Déjà, savoir où on en est. Où en est-on en termes d'impact carbone du portefeuille de produits-services que l'on a dans notre offre. Et donc pour ça, en fait, on a aujourd'hui des obligations réglementaires hein, de mesure de l'impact carbone au niveau de l'ensemble de l'entreprise, mais on peut aussi réaliser une mesure au niveau de chaque produit. On a à notre disposition des outils qui ont été développés par l'ADEME et qui sont en accès libre. D'ailleurs, au plan pédagogique, c'est très intéressant parce qu'on peut aller regarder. Il faut se former, hein. Clairement, il faut se former aujourd'hui, même en tant qu'enseignant, à pas mal de nouvelles méthodes, hein, comme l'analyse du cycle de vie, mais aussi s'approprier ces outils de l'ADEME. Et l'ADEME permet des formations pour les enseignants. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, ça permet de voir comment on peut concrètement mesurer l'impact d'un produit, qui nous permet d'avoir ensuite une évaluation pour l'ensemble du portefeuille produit-service de cette mesure d'impact et de pouvoir prendre des décisions et d'orienter la décision. Donc, ensuite, une fois qu'on peut orienter la décision, on peut donc définir les stratégies de décarbonation du portefeuille, avoir des stratégies qui soient ciblées soit sur une partie du cycle de vie du produit,
Souvent, c'est l'emballage et le transport hein, qui sont les premiers postes d'émissions carbone et sur lesquels on peut travailler assez facilement. Ou bien décider de travailler uniquement sur une gamme limitée des produits de l'entreprise pour démarrer, hein, puisqu'on est dans cette perspective de jalon. Effectivement, c'est difficile d'embarquer l'ensemble en fait des activités de l'entreprise. On peut aussi se focaliser ou bien carrément avoir une stratégie innovante d'éco-conception dès le départ qui va être inscrite dans un modèle d'économie circulaire avec une forte circularité. Ça peut être un choix qui est opéré par certaines entreprises. Voilà, donc généralement, on va avoir une combinaison de ces stratégies hein, pour pouvoir avancer dans la transformation du portefeuille. Et enfin, en termes de marketing mix, il s'agit donc de valoriser auprès de nos consommateurs cibles cette transformation ou ces choix qui sont opérés. Et pour ça, on observe voilà, certaines stratégies qui vont être plutôt focalisées sur le produit, valoriser le produit qu'on a créé, un nouveau produit, par exemple, ce qu'évoquait tout à l'heure Julien comme la marque Rebelle, mais ça peut être aussi des marques qui sont déjà bien implantées dans le marché. Moi, je parle dans ce chapitre, on parle de la marque Oli chez Citroën, qui a opéré tout un marketing de la suffisance pour montrer comment être sobre avec une automobile qui est conçu, éco-conçu et qui permet de réduire en fait vraiment le coût, même en termes d'économie d'usage, et tout en ayant un faible impact carbone dans sa production et dans son usage. On peut aussi travailler sur le B2B, c'est-à-dire transformer la filière, parce que si on réfléchit uniquement à l'échelle de son seul produit, ben, on voit bien que c'est limité. Donc, il faut pouvoir faire un travail avec ses fournisseurs et avec ses distributeurs. Et puis enfin, on peut aussi penser à la réduction de l'impact carbone grâce aux services, avec toute cette économie de la fonctionnalité qui permet de travailler non plus sur la propriété, mais bien sur les usages et réduire l'impact carbone parce que plutôt que de vendre des produits, on va vendre des usages. Alors ça m'amène à présenter ben, les exemples, enfin voilà, quelques éléments qui permettent d'illustrer en fait le chapitre. Donc l'exemple de Decathlon qui évalue l'impact carbone à tous les niveaux en fait de son activité. Et ce qui permet de voir comment on peut piloter justement. C'est un exemple qui est très intéressant parce que ça permet à un enseignant de pouvoir travailler justement sur la manière avec laquelle l'activité peut être pilotée et les choix qui peuvent être opérés pour l'entreprise. D'autres exemples qui portent sur toutes les stratégies hein, que j'ai évoquées, elles sont pardon, développées à travers des cas concrets qui ont été mis en œuvre, qui permettent de bien comprendre comment les entreprises opèrent. Et donc, ce qui donne aussi quelque chose de réaliste pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est pas uniquement on fait pas simplement des invocations de principe, mais aussi on est vraiment dans les vocations de mise en réalisation concrète de stratégies de démarche marketing. Et enfin, de voir comment on légitime en fait ces choix grâce à aujourd'hui à beaucoup de labels et surtout une réglementation qui oriente. Hein, vraiment, il y a des lois qui ont été édictées ces dernières années, depuis 2020, 2024, et donc qui ont amené à ce qu'il y ait une obligation d'évaluation de la durabilité, de la réparabilité, mais plus que ça, de la durabilité des objets donc que l'on vend. Voilà, je laisse la parole à Lydiane. Merci beaucoup, Nina. Donc voilà, le cinquième et dernier chapitre est consacré à la décarbonation de l'activité de communication, avec l'objectif de mieux informer les consommateurs sur l'offre, hein, sur les caractéristiques de l'offre et sur les conséquences de leur consommation. Donc ce chapitre a un sous-titre en fait hein, qui est communiquer moins pour mieux informer. Donc effectivement, on a traité des deux axes en fait, hein, l'axe de décarbonation des pratiques de communication, donc comment arriver à une communication plus sobre, et puis ensuite comment est-ce que avec ces techniques de communication, eh bien on peut renforcer la transparence sur les marchés, en tout cas la clarté de l'information, la clarté de l'offre en fait, hein, qui est proposée aux consommateurs pour les aider à faire des choix plus éclairés. Donc sur la première partie, effectivement, on commence dans ce chapitre par rappeler le bruit lequel vivent et évoluent les consommateurs. Beaucoup de médias, beaucoup d'informations, beaucoup de fake news, une perte de confiance généralisée envers le discours des organisations et des marques. On parle de société du doute.
Et donc, dans un monde, en fait, effectivement bruyant et qui est aussi source de doute chez les consommateurs, comment est-ce que les marques peuvent réduire leur communication de façon aussi à être plus efficace, en fait, sur l'information responsable, la communication responsable qu'ils vont mettre en place. Donc voilà, la première partie du chapitre 5 revient sur les fondamentaux de la communication. Qu'est-ce que c'est que communiquer? Qu'est-ce que c'est que communiquer de façon responsable? Comment décarboner le processus au travers de la réduction des médias et au travers de la réduction aussi de l'impact carbone de la production de communication? Comment adapter les supports et comment revenir vers un numérique responsable, puisque voilà l'impact carbone de tous cette communication en ligne est aussi fort et compliqué, difficile à expliquer aux consommateurs. Donc voilà, on revient en fait sur toute cette problématique. La deuxième partie du chapitre 5 est consacrée, en fait, dans une vision plus positive et constructive, on va dire, à comment est-ce qu'on peut mobiliser le marketing pour mieux informer les consommateurs et pour engager, en fait, des changements de comportement. Et donc là, c'est aussi l'objet du marketing social, donc sur lesquels on revient pour justement travailler sur l'authenticité des contenus, essayer d'avoir une information claire qui évite le risque de confusion chez les consommateurs, améliorer la transparence sur les marchés. Il y a toute une partie aussi sur les écolabels et donc sur leur rôle pour à la fois pour les marques pour créer de la valeur, comme on le disait tout à l'heure, comme rappelait Amina, mais aussi de la valeur pour les consommateurs dans leur choix et les orienter pendant leur choix sur des produits à moindre impact. Donc l'objectif est de dévendre pour installer une sobriété désirable. Et là, on voit effectivement que le marketing, la communication peut être mobilisée dans ces schémas narratifs aussi pour rendre désirable en fait cette sobriété, cette décarbonation. Alors, dans ce chapitre, vous trouverez aussi à la fin, en fait, un cas. En fait, chaque chapitre se termine par un QCM avec des questions-réponses qu'on peut partager avec les étudiants. Et le chapitre 5 contient un mini-cas sur la marque Björg et son désengagement du Nutri-Score pour adopter le Planet Score. Et donc, il y a quelques éléments de réflexion qui sont proposés aussi à l'intérieur de ce chapitre sur ce cas. Avec les points de vigilance aussi, c'est dans la troisième partie sur lesquels on revient. Alors, désencadrer, des focus aussi dans ce chapitre. On s'est intéressé en fait à la campagne de l'ADEME sur épargnons nos ressources, qui mobilise donc la fonction communication pour aider les consommateurs à se poser les bonnes questions avant d'acheter. C'est une campagne qui a marqué en fait, qui est dans les têtes pour se dire quels sont mes besoins réels, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant, etc. On s'est aussi intéressé à une campagne de belge en fait sur les pieds qui, comme grosse entreprise du CAC 40, nous vend une nouvelle technologie complètement innovantes qui sont les pieds et qui permettent donc de se déplacer sans impact carbone dans la ville. La publicité est drôle, basée sur l'humour et effectivement, elle permet aussi de se saisir de ces problématiques de décarbonation. Désencadrer aussi sur les écolabels, évidemment. Et puis, une petite réflexion aussi sur la Poste et autour en fait de comment la communication peut aussi être mobilisée en interne pour fédérer les collaborateurs et les emmener en fait, valoriser leurs efforts aussi de décarbonation à leur échelle et changer porter des initiatives en interne pour décarboner l'activité de l'entreprise. Voilà, et ce cinquième chapitre nous emmène sur la conclusion qui est une réflexion en fait sur les imaginaires. Donc est-ce que le marketing peut être producteur de nouveaux imaginaires qui vont venir valoriser la décarbonation et la sobriété? Quelle mesure le marketing peut aussi transformer en fait les imaginaires actuels pour
aller vers des imaginaires futurs au travers en fait des différentes époques, enfin des différentes maturités dans lesquelles les marchés évoluent. Et puis on propose aussi une dernière réflexion sur pour réimaginer la publicité et son impact avec un focus un peu particulier sur la publicité. Voilà pour la présentation de cet ouvrage. Merci. Alors, je pense que tu peux enlever le partage, comme ça vous verra mieux quand vous parlerez. Euh, pour l'instant, je n'ai pas reçu de questions, donc je rappelle à l'auditoire que pour poser des questions, nous sommes en mode Zoom webinaire et que donc il faut utiliser le Q&R que vous avez en bas de l'écran pour poser des questions par écrit. Et moi, je me ferai le porte-parole et puis les animateurs peuvent aussi regarder directement les questions que vous pourriez poser. Alors, pour lancer un peu la discussion, je vais peut-être revenir sur le dernier concept qui a été abordé, celui des imaginaires, puisque c'est vrai que le marketing, historiquement, ne nous a pas habitués à développer des imaginaires qui soient très axés sur la durabilité, qu'il s'agisse de développer autour de produits, de services ou autour de marques. Et voire même lorsque cette dimension de durabilité est abordée, ça peut parfois dériver vers ce qu'on appelle le greenwashing, donc une technique marketing peut-être comment dire, dévoyée par rapport à tout ceci. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut créer des imaginaires autour des marques, des produits et des services qui intègrent justement cette décarbonation? Amina, tu veux répondre? Je commence, tu complètes? Vas-y, oui, je veux bien. Alors, les imaginaires, on pense que c'est effectivement la source en fait de cette transformation marketing que l'on propose. Imaginer, c'est s'évader en fait. La définition qu'on pose, c'est l'évasion, arriver effectivement à penser autrement en fait, à imaginer des choses. Voilà, qui nous permettent de nous évader. Cet imaginaire, il est à la fois individuel, on a chacun nos propres imaginaires et il est aussi collectif. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est vraiment d'arriver au travers des récits, au travers de la publicité, comme par exemple, quand je citais la publicité belge pour les pieds, le déplacement, la mobilité douce voilà, à pied. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir valoriser de nouveaux imaginaires chez chaque individu et que collectivement, en fait, cette, ces imaginaires soient partagés au niveau plus social, sociétal, de façon à renforcer les besoins des consommateurs dans ce sens et, enfin, et dégager une demande auprès des entreprises et des organisations plus généralement. Amina, tu veux compléter? Alors, dans la conclusion, la réflexion, elle a porté effectivement sur ce besoin d'avoir accès à d'autres espaces, on va dire, de conception du monde. Ça, c'est effectivement ce qui permet de se dire qu'il y a possiblement de manières de faire autrement. Mais ça doit s'appuyer aussi sur des choses qui sont, enfin, des éléments concrets. Donc, il y a besoin, en fait, pour que les imaginaires adviennent, à ce qu'il y ait une mise en visibilité d'actions concrètes, réalisables. Et donc, il y a quatre manière, en fait, de pouvoir construire ces imaginaires. C'est-à-dire il y a d'abord le fait de pouvoir donner une information précise. C'est pour ça que je parlais de légitimité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas construire des imaginaires si on s'appuie pas sur quelque chose qui a du sens pour les personnes. Donc, il faut qu'à un moment donné, si ça a du sens, c'est que concrètement, je peux, dans un geste quotidien, une pratique courante, je peux accéder en fait à un acte de sobriété. Et donc, quand je parlais j'ai pas, enfin, je suis pas là pour faire de la publicité pour une marque en particulier, mais ou quand la Poste dit, on va réduire l'impact carbone parce qu'on a identifié que le fait que pour vos besoins, vous n'avez finalement, quand vous envoyez un courrier, vous n'avez pas besoin que ça arrive forcément en un jour. C'est plutôt rare le fait que ça arrive en un jour. Deux, trois jours, pour vous, c'est normal. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir réduire vraiment l'impact carbone du transport. Et ça, c'est concret. Donc, on peut vous le démontrer. Et du coup, ça permet aussi de se projeter dans un imaginaire. Euh,
imaginaire, c'est une évasion, mais qui est quand même accessible. C'est pas quelque chose, c'est pas les lendemains qui chantent qui sont trop lointains. Ensuite, il y a le fait d'avoir le sentiment que on va pouvoir le faire de manière durable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer aussi dans le quotidien. C'est-à-dire que ça peut se répéter et du coup, cet imaginaire, il correspond à une réalité qui s'installe. Et donc, on va pouvoir avoir accès en fait à cet imaginaire avec d'autres, pas tout seul. On n'est pas tout seul en fait. Ça, c'est quelque chose qui se construit collectivement. Et en fait, on peut se projeter dans le temps. En fait, il y a moyen de voir que ça quelque chose d'écosystémique, mais qui se concrétise dans. Donc, par exemple, là, tout ce qui est la fresque, toutes les fresques, c'est une manière de voir en fait les liens qu'il y a entre tous les éléments et qu'en fait, cette chaîne de causalité, de compréhension des liens entre les éléments permet de voir qu'en fait, cette action, elle s'inscrit dans le temps et dans quelque chose du moyen, du court, moyen et long terme. Et ça peut se réaliser. Et donc, voilà, il y a des écosystèmes qui se mettent en place. Par exemple, en termes de réparabilité, on voit bien qu'il y a des écosystèmes qui se mettent en place. Et d'ailleurs, tout le principe de la responsabilité élargie des producteurs et une loi qui l'a institutionnalisée, ça montre bien qu'on peut aller plus loin en fait que simplement. Et le greenwashing, c'est en fait quand c'est justement pas fondé, c'est pas du tout fondé ni sur des connaissances, ni sur des mises en œuvre concrètes. Donc les marques, les entreprises apportent la preuve que c'est possible. Et c'est là que je pense que les enseignants-chercheurs jouent un rôle important aussi, puisque on fait partie de ceux qui peuvent apporter des données concrètes et travailler avec les étudiants sur des données concrètes. On peut former à comprendre ces écosystèmes et et apporter, voilà, montrer les innovations et en tout cas des pratiques innovantes qui ont été mises en œuvre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Alors, on a des questions qui sont arrivées. Donc, il y en a deux qui sont assez concordantes, de Gildas Barbeau d'une part et de Sophie Reynaud d'autre part, sur la cohabitation entre les enseignements traditionnels de marketing dans nos établissements et est-ce que c'est du remplacement? Est-ce que c'est du complément? Est-ce que on peut enseigner les deux en même temps? Alors, avant que vous passiez la parole, je tiens à dire que la collection, elle a été fondée pour répondre à cette question. Mm. C'est-à-dire que le pitch, en bon français, qui a été donné pour l'ensemble des ouvrages de la collection de management décarboné, c'était de réécrire les manuels de base en intégrant de façon native la décarbonation dans les développements. Donc normalement, on doit retrouver quand même des outils traditionnels peuvent évoluer pour, euh, pour être enseigné et intégrer la décarbonation. C'était l'idée de base de la collection et qu'on a essayé dans chacun des ouvrages de mettre en œuvre. Ensuite, comment ça peut se faire dans le marketing? Là, je suis totalement incompétent, donc je cède à nouveau la parole aux auteurs. Alors, Julien, est-ce que tu veux répondre sur cette question? Oui, pas de problème. Oui, c'est une question qui est absolument fondamentale. Alors, c'est Sophie qui l'a posée, celle-là? C'est ça, non, Sophie Reynaud et Gildas Renaud. Barbeau. ok. Du coup, merci pour cette question. C'est sans doute l'une des plus difficiles. Et si vous avez la réponse, en tout cas des éléments de réponse, moi je suis preneur. Je pense que pour l'instant, moi, ma position personnelle, c'est que c'est compliqué de faire les deux. C'est-à-dire, c'est que c'est compliqué d'intégrer des principes de marketing classiques et de les faire cohabiter avec des principes de marketing durable si on n'a rien changé à ces principes de marketing classique. Donc, moi, dans ma pratique, par exemple, c'est vrai que j'ai créé vraiment une spécialisation où on revoit, en fait, on réétudie et on repense cette démarche marketing dans son ensemble depuis le début. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on jette tout. Il y a des choses qu'on peut utiliser dans la compréhension de ce que c'est que des données consommateurs, par exemple, pour les utiliser mais pour essayer de faire venir les consommateurs vers plus de choix durables, par exemple. Il y a énormément de compréhension de ce que, par exemple, des outils de communication qu'on va utiliser aussi. Donc, il y a énormément d'outils classiques qu'il faut garder dans le marketing, mais il y a des principes fondamentaux. On parlait des imaginaires, par exemple. On est habitué à un marketing qui nous explique que pour être heureux, il faut consommer. Ça, c'est un imaginaire qui est quand même extrêmement fort et qui nous suit depuis pas mal de temps et surtout depuis
on va dire les années 50, et qui aujourd'hui, on n'est pas en train de dire par ce livre que le marketing a complètement changé, c'est même le contraire, il y a besoin de ce livre. On est dans une société où on va même dans le paroxysme de ce type d'imaginaire, où de plus en plus, avec les influenceurs par exemple, je pense que chaque parent va reconnaître ses enfants dans le fait d'être influencé par des personnes qui sont basés dans d'autres pays et qui nous vantent plein de produits dont on ne sait pas vraiment à quoi ils vont nous servir, et que ça va surtout nous permettre de nous comparer aux autres. Donc ça, c'est un imaginaire très fort euh, qu'il faut essayer justement de repenser et de changer. Et donc, si on l'intègre dans un cours de marketing de base, c'est très compliqué après d'arriver derrière et de dire, mais en fait, ça va changer. Donc, moi, je suis plutôt partisan euh, de, de pas avoir un cours de marketing classique et ensuite un cours de marketing durable, mais de le transformer dès le début, le cours de base. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Oui. Amina, Je peux peut-être partager une expérience en licence à l'université Gustave Eiffel en UFR Éco-Gestion. On a transformé le cours de marketing, donc l'initiation au marketing, en une semaine, en fait, autour d'un jeu sérieux qui est construisez une nouvelle offre de restauration durable sur votre campus. Et en donnant les contraintes, en fait, voilà, compte tenu aujourd'hui des besoins pour les étudiants en termes d'alimentation, de précarité alimentaire pour certains, de problématiques d'alimentation, de qualité, etc. Comment est-ce qu'on pourrait développer une restauration qui s'appuie sur une alimentation de qualité? Donc, au cœur, en fait, de l'enjeu, c'est le bien-être et la santé des étudiants. Donc on part de cette problématique très concrète et très voilà qui se pose. Et face à ça, ben, qu'est-ce que je peux offrir? Voilà, on donne un terrain entre guillemets aux étudiants. On leur dit voilà, vous avez un terrain et vous pourriez construire un restaurant, un nouveau restaurant là, avec les contraintes ben, de la population étudiante locale. Et donc c'est un vrai cas sur lesquels partent les étudiants, mais on leur met des contraintes aussi. Qui sont liées justement au fait que l'université s'engage dans une démarche des DRS, développement durable et responsabilité sociétale, et que de fait, elle doit faire attention à l'impact carbone de ce qu'elle va produire, etc. Et que donc, il faut prendre en compte toutes ces contraintes. Et donc, on travaille sous contrainte. Il s'agit d'optimiser la solution sous contrainte. Donc, il me semble dans ce cadre-là euh, qu'on peut tout à fait avoir je dirais, tous les outils du marketing bien utiles pour comprendre les besoins de nos cibles, enfin, leurs attentes, comment répondre aussi à ce qu'ils ont en tête aussi comme imaginaire. Par exemple, j'ai un exemple qui m'avait amusé dans les solutions qu'avaient trouvées les étudiants, c'était on va faire du Tex-Mex tous les termes en fait voilà de la junk food mais avec quelque chose qui serait de bonne qualité pour l'alimentaire. Donc en fait, je trouve que le travail justement, il y avait une question sur l'innovation, je crois que c'est Jean-François Totti qui l'a posé. Euh, bah, le- il va falloir innover en fait, innover sous contrainte. Et c'est bien le principe de l'innovation, c'est qu'il faut combiner les ressources. Et là, on sait juste que les ressources sont limitées. Donc, il faut combiner les ressources pour innover. Innover, c'est innover sur un plan, pas forcément une innovation coûteuse au plan des ressources, ni coûteuse au plan technologique. Il n'y a pas besoin de forcément faire quelque chose de super innovant au plan technologique. On peut faire des innovations sobres. Et je trouve que c'est intéressant justement d'aborder ces sujets-là avec les étudiants et de les faire réfléchir. Et on peut tout à fait faire un cours de marketing avec tout ça. Voilà, moi et ça marche très très bien en fait cette semaine d'initiation au marketing. Avec les contraintes. Donc, avoir dès le départ, voilà, on est dans un monde sous contrainte en termes de ressources et il y a un enjeu de limiter la pollution, l'impact carbone, les déchets, etc. Et ça, vous le savez. Donc, on travaille là-dessus. Voilà. Juste pour euh, compléter la réponse d'Amina et Julien, le livre est vraiment construit dans cette optique hein, de la démarche marketing, comme on vous l'a montré on a repris des chapitres et une logique de la démarche marketing avec la stratégie, et les mix marketing, mais on est parti en fait par l'impulsion dans l'organisation, ce que on raconte un petit peu aussi Amina dans le cadre de ce séminaire, c'est comment est-ce que voilà on peut donner une impulsion dans cette démarche marketing pour rentrer dans une approche décarbonée. Merci. Alors, on a pas mal de questions, donc je vais vous demander d'être un peu plus concis dans vos réponses et je vais considérer que la question sur l'innovation a été traitée par Amina. Corinne van der Yuk,
nous demande en quoi la sobriété peut devenir une valeur clé dans une fonction marketing fondée sur les transactions. Ça vous laisse sans voix. Par exemple, Vas-y. Vas-y. bah, c'est sûr que si une entreprise doit pouvoir développer son activité, la sobriété en termes de consommation, euh, c'est de faire en sorte effectivement de vendre des produits. C'est pas forcément de vendre de la quantité. C'est bien pour ça qu'il y a tous ces, comment dire, tous ces modèles de création de valeur sur la base de la fonctionnalité en fait et des usages. Dans l'exemple du Fairphone, c'est un téléphone sobre. Voilà, pareil, je suis en train de donner encore une marque, mais Fairphone, c'est un téléphone qui est sur base de que de produits, objets recyclés et qui forme ses consommateurs pour qu'ils puissent réparer eux-mêmes leur téléphone avec avec chaque fois des éléments recyclés. On reste dans la sobriété. L'idée n'est pas d'encourager à surconsommer, voilà. Mais par contre, il y a un abonnement qu'on peut avoir pour avoir justement ce service permanent. Donc, c'est une autre manière de créer de la valeur, effectivement. Je te laisse compléter, Julia, tes modèles Oui, d'affaires. c'est ça. Il y a plein de modèles justement qui sont plus sur la base de la transaction, et qui sont sur la base des abonnements ou des choses comme ça. Euh, et surtout, je voulais dire en fait, bon, je vais encore donner une marque, je suis désolé, mais celui-là, on ne l'a pas encore donné, mais il y a les laboratoires Expansience. C'est pour moi une des organisations qui est très avancée dans ses réflexions. Et justement, ils se posent la question de leur mission et des liens avec la transaction. Je pense que c'est pour ça que je parle de ça. Mais en fait, ils se sont aperçus, eux, ils ont comme mission de faire en sorte que les parents arrivent bien à s'occuper de leurs enfants et de leurs bébés, etc. Et que les bébés, que le bien-être des bébés et des parents soit maximum. Et ils se sont aperçus que petit à petit, c'est comme ils avaient un business model justement qui était basé sur la transaction, ils vendent des lingettes, ils vendent beaucoup de crème, etc. À la fin, on peut facilement finalement avoir une mission dévoyée et finalement avoir comme mission de vendre un maximum de pots de crème et un maximum de lingettes. C'est ça qui devient le plus important parce que tous les indicateurs sont sur ça, sur ces pratiques-là, plutôt que le bien-être. Et donc, ils se posent énormément de questions et ils ont énormément de réflexions très intéressantes sur le fait que non, non, comment est-ce qu'on peut revenir à notre mission qui est de maximiser le bien-être de ses parents et le bien-être de ses bébés en vendant, par exemple, non pas plus de pots de crème, mais peut-être en vendant la façon dont, peut-être en achetant moins de pots de crème, les parents pourraient avoir des bébés qui soient dont le bien-être soit supérieur. Donc, c'est d'autres choses qui sont à vendre, qui sont peut-être moins matérielles, qui sont peut-être plus basées sur la mission et sur le purpose, comme on dit, de l'entreprise, qui peuvent justement amener à transformer aussi bien ces modèles d'affaires, parler des imaginaires, il y a énormément de choses comme ça. On a une question toujours sur les business models de Agnès Lecomte, qui nous parle de business model durable et de notion de stratégie Y, bifurcation écologique, avec l'exemple de Enaf développant le tartinage jetable au lieu du pâté. Donc, est-ce que dans les business models durables, la notion de stratégie Y est-elle incluse dans le livre? Elle dit qu'elle va acheter le livre aussi, ça je trouve que c'est aussi une très bonne idée. Alors, on a le droit de sécher hein, dans ces, dans, Oui, dans ces oui, oui. questions-réponses. Moi, Agnès, il faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu entends par stratégie Y, parce que non, je suis pas sûr de savoir à quoi elle fait référence. Je suis désolé. Agnès, tu me mets dans une situation compliquée. Est-ce que, Boris Chapoteau, est-ce que la valeur durable peut être associée à la durabilité d'un produit, au risque de ne pas engendrer une croissance continue, mais peut-être plus stabilisée? Est-ce que c'est un modèle qui peut être désirable pour les entreprises? C'est un peu déjà la même question, je pense, que précédemment. Amina. Croissance, Oui. croissance stabilisée, c'est ça qui a été dit. Non, j'ai pas bien Oui, entendu. une croissance continue, mais peut-être plus stabilisée. C'est la notion que tu évoquais au travers d'encourager à acheter, mais pas trop. Donc, une croissance durable par rapport à la Mhm. durabilité du produit. Si je peux, enfin, Amina, vas-y si tu veux. Mais
sinon je peux y aller. Non, non, juste pas. La stratégie Y, c'est en innovation. En fait, c'est quand tu réconcilies les contraires. Donc, c'est à ça que je pense. Ah, d'accord. Végétal, pâté. Non. Ok, d'accord. Ok. Non, alors oui, sur la croissance, effectivement, vous avez déjà des entreprises qui se posent les questions de ces contraintes dont parlait Amina et qui mettent leur croissance sous contrainte. Je pense à Veja, par exemple, connaissez certainement cette marque. Eux, ils ne maximisent pas leur production et leur vente, par exemple. Ils ont pourtant une croissance qui est très rapide. On peut pas, parfois même, il y en a qui les critiquent justement par rapport à ça. Mais en fait, on pourrait avoir une croissance encore bien plus grande et un profit bien plus important, mais ils décident, de prendre en compte les contraintes, c'est-à-dire quelle quantité de matières premières est-ce qu'ils peuvent produire en gardant les contraintes qu'ils veulent avoir en termes de durabilité de leur approvisionnement, en termes de lien avec leurs fournisseurs et de bien-être de leurs fournisseurs, etc. Et donc, ils limitent, effectivement, ils limitent la croissance par rapport à ça. Donc, c'est pas du tout dans une logique de Oui. maximisation. Je pourrais peut-être juste Mm. rajouter par rapport à cet aspect-là. euh, Par exemple, les sociétés que j'étudie beaucoup, coopératives, elles ont une ambition qui est en fait d'avoir une activité rentable. Elles n'ont pas d'enjeu de rentabilité financière du capital, puisque le capital est possédé par les sociétaires coopérateurs. Et donc, elles n'ont pas cet enjeu-là. Donc, pour elles, si elles estiment qu'elles ont atteint on va dire une activité, une croissance de leur activité suffisante pour leur rentabilité, pour permettre de maintenir les emplois, de développer l'activité, de la renouveler, enfin voilà, renouveler le matériel, etc. Elles préfèrent essaimer les entreprises que de développer la rentabilité financière. Donc, c'est des choix, en fait, opérés par les entreprises. Peut-être que cet imaginaire-là peut peut-être plaire de plus en plus à des jeunes des grandes écoles, que ce soit d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, ou même de nos IAE ou de nos filières universitaires. Voilà, donc ça fait partie aussi des imaginaires qui peuvent se développer et permettre de répondre à ces enjeux de sobriété et de durabilité. C'est aussi, je pense, important d'expliquer ça à nos étudiants. Et puis, il y a la filière de responsabilité élargie du producteur, qui est quand même un enjeu important au niveau légal et qui impacte beaucoup l'activité des entreprises. Donc, à un moment donné, la croissance peut devenir coûteuse. Alors, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus au plan économique, mais je pense qu'il doit y avoir des travaux en recherche en économie qui doivent démarrer sur ces sujets-là. Et je pense que ce sera intéressant, sinon même d'engager des thèses. Je pense qu'il y a aussi matière, enfin, pour être modeste, hein, nous, en toute modestie, on a fait ce qu'on a pu en l'état des connaissances actuelles et des recherches existantes. Je pense qu'il y a encore besoin vraiment de thèses et de travaux de recherche sur ces sujets-là pour alimenter la réflexion, en fait. Emmanuel de Lagarde nous demande si l'enjeu n'est pas plus vaste que la décarbonation et Oui, bien sûr. qu'il n'y a pas d'autres enjeux sociétaux et environnementaux qui pourraient compléter ou voire même qui seraient contradictoires. Euh, Absolument, complètement. En fait, oui, on a voulu rester dans le périmètre de la décarbonation, parce que c'est une collection qui s'appelle Management décarboné. Donc, on a fait attention à se restreindre en fait à cette dimension de décarbonation, mais complètement. Il y a plusieurs limites planétaires. Hein. On va parler de la biodiversité, on va parler des ressources en eau, on va parler d'utilisation des sols, on va parler de plein de choses. Et effectivement, il y a beaucoup d'interactions entre toutes ces limites planétaires et parfois des interactions qui sont compliquées, puisque parfois pour décarboner, il faut peut-être faire des champs de panneaux solaires peuvent être totalement contraires à ce qu'il faut faire pour respecter la biodiversité. Donc, effectivement, là, le champ de la durabilité est bien plus vaste, en effet. On est complètement conscient de ça et c'est un parti pris dans la collection décarbonée, effectivement. Oui, j'avais mis au départ, donc ça avait répondu à la demande. Et un spectateur anonyme nous demande s'il y a l'économie de plateforme, est-ce que c'est un levier de décarbonation? Il l'a pas mis, mais ou non, je rajoute. Ah. Ah, Amina, tu veux y aller? Non, 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 mais je pense que c'est pas.
ce que tu disais tout à l'heure, on va avoir des réponses un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais c'est que effectivement l'économie de plateforme, elle peut amener au développement d'une économie de la fonctionnalité euh, et, et elle a un coût. Elle a un coût. Bien sûr, elle a un coût en termes en termes comment dire, de gestion des données, des data centers, de tout ce qui amène aussi à réchauffer, de besoin de refroidir et qui crée de la chaleur. Alors après, il y a des modèles d'économie circulaire liés à l'énergie et la récupération de cette chaleur la question de comment refroidir de manière aussi respectueuse de l'environnement. Donc, je pense que là, on arrive à une question de comment on pilote tout ça et quels sont les indicateurs qu'on met en place qui nous permettent de piloter et de faire des choix, des arbitrages pour pouvoir limiter les impacts. Et effectivement, les impacts carbone, mais pas que, les impacts en matière de biodiversité, les impacts, voilà, tous les impacts par rapport à tous les éléments qui concernent les limites planétaires. Et je pense que pas, on peut, c'est difficile de répondre de manière oui, non, en fait. Voilà. Je sais pas si Oui. Et Oui, Julien, complètement d'accord. C'est-à-dire que ça peut être un formidable levier quand ça permet la économie de partage et que ça vous permet de mettre en relation des gens qui ont, j'en sais rien, une perceuse ou une machine à raclette et que cette machine peut servir à 20 foyers plutôt qu'à un. Et beaucoup plus facilement parce qu'on sait qui en a besoin, qui en a une, etc. Ça peut être des leviers importants pour la seconde main. Ça peut être aussi des facteurs d'effet rebond complètement phénoménaux, style Vinted, etc., qui vont même parfois entraîner les gens à acheter encore plus de neufs. Donc effectivement, la réponse, elle n'est pas du tout oui ou non. C'est ce qu'on essaye en fait dans les chapitres de montrer, en montrant quels sont les leviers et quels sont aussi les points, ce qu'on appelait les points de vigilance, parce que chacun de ces outils aujourd'hui a des effets rebonds peuvent être énormes. Alexandre Schwab nous pose en fait deux questions en une. Une question qui est comment tout ce qu'on développe comme ça, notamment dans cet ouvrage, peut aller jusqu'aux entreprises, hein, c'est-à-dire et aux administrations. C'est une question qui dépasse largement l'ouvrage mais la collection a aussi été faite pour ça, c'est que à un moment donné, ce qu'on enseigne, ben, les étudiants, donc je vais un peu répondre. Le suggèrent lorsqu'ils ensuite ils sont recrutés dans les entreprises parce qu'ils ont appris des choses chez nous. Donc ça s'est déjà vu sur d'autres choses, hein, alors, parfois des choses qui sont contestées, hein, mais qui ont comme ça transité vers le monde de l'entreprise via le monde académique. C'est pas toujours le cas, c'est pas aussi simple que ça. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut un marketing dans le cadre de la formation plus engagé, donc qui porte des valeurs, un clivage, etc., par rapport à ce qui est enseigné et qui peut donner lieu à de l'activisme. Je peux prendre ça aussi. Alors, pour la première question que tu y as répondu, vu qu'il est déjà 6 heures, je vais Oui. pas répondre, mais pour le cours engagé, c'est une excellente question. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un peu tout. C'est-à-dire que, par exemple, là, je fais un peu de pub pour la FM. Ce vendredi, nous avons un webinaire sur les invités, sur les guest speakers dans les cours. Moi, j'ai un cours où je fais venir chaque semaine des gens différents, des différentes parties prenantes. Parfois, ça peut être des scientifiques, parfois des gens d'entreprises lambda, parfois des activistes, ouais, qui ont évidemment chacun des visions différentes. Euh, donc ça, je pense que cet engagement, il doit faire partie de ce que j'appelle la connaissance légitime. C'est-à-dire, moi, je fais venir ces voix pour montrer aux étudiants ces visions, ce qu'elles existent et ce qu'elles disent. Et peut-être même parfois pourquoi elles sont complètement en contradiction, voire incompatibles avec la vision des invités de la semaine dernière. Et on a des grandes discussions qui sont super importantes et super intéressantes sur ça. Donc, je pense que cet engagement, il doit être présent. Après, faire un cours engagé, c'est-à-dire que le cours entier soit engagé, en fait, ça, c'est très difficile, je trouve, en tout cas, moi, dans ma position. Je le vois avec les étudiants, on est dans un monde de plus en plus clivé. Et c'est-à-dire on a des étudiants qui arrivent en étant engagés pour la durabilité. On a aussi des étudiants qui arrivent en étant
totalement contre et même en essayant de combattre, c'est incroyable, le fait que, enfin, le fait que ce soit légitime d'enseigner la durabilité dans des business schools. Donc, avoir un parti pris de dire maintenant les coûts sont engagés, ça peut, enfin, c'est dans les faits, concrètement, compliqué à gérer avec tous ces différents segments d'étudiants qui peuvent exister. Donc, et je ne conseille pas, moi, à mes étudiants, quand ils arrivent dans l'entreprise, de prendre surtout quand ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas encore forcément les pouvoirs de décision dans une entreprise, de se mettre dans la posture des engagés et des activistes, parce que c'est aussi beaucoup de souffrance pour eux, surtout quand ils sont isolés dans un monde qui n'est pas forcément. Donc, je serais un peu plus prudent là-dessus, même si, effectivement, Alexandre, je suis d'accord avec toi, ça doit vraiment avoir une place et montrer que ça existe et comment s'en servir. Le cours entier le soir, Ouais. c'est plus compliqué. Peut-être, enfin, juste Alors, pour très conclure. rapidement, parce qu'on est arrivé au bout, Voilà, allez-y. on peut les former aussi sur la partie controverse, comment être, gérer les controverses, discuter des controverses. Et en sciences, en fait, normalement, ça fait partie des enjeux de la construction de la connaissance. Donc, c'est une manière aussi de les former à la recherche. Donc, ça peut être intéressant de partir des controverses scientifiques. Ouais. Merci. Alors, je suis désolé pour les questions qui restent, mais nous sommes arrivés au bout de ce webinaire. Merci beaucoup. Je me fais votre porte-parole pour remercier nos trois orateurs de ce soir qui ont pris du temps pour développer le contenu de l'ouvrage et puis les cinq auteurs, parce qu'il y a cinq auteurs qui sont derrière cet ouvrage. L'AFM, l'Association française du marketing, qui a répondu présente pour développer cet ouvrage et je ne peux que vous engager maintenant à le lire et vous trouverez peut-être et même certainement les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas répondu durant le webinaire. Je rappelle que ce webinaire était enregistré et qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de la FNEJ d'ici 2 jours maximum. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci Merci beaucoup. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.